Bienvenue dans Zone de Génie, un espace où l'on explore les possibles, la progression, les histoires inspirantes et les pratiques humaines qui nourrissent, renforcent et élèvent. Ce podcast valorise ce qui fonctionne bien dans les milieux de la performance. Le sport, l'éducation, l'entreprise, l'art, mais pas que. On aime aussi mettre en lumière les héros du quotidien, les individus ordinaires qui font un travail extraordinaire, les petites ou grandes structures, simples, mais qui dépotent. À travers des témoignages de terrain, vous découvrirez des personnes qui, consciemment ou non, mobilisent des outils puissants issus de la psychologie positive pour progresser, performer et s'épanouir. Zone de génie, c'est la volonté de révéler le meilleur chez chacun, avec humour et bienveillance, en valorisant les bonnes pratiques et des valeurs vécues. Parce que derrière chaque pratique qui fonctionne, il y a des leviers mentaux forts, souvent invisibles mais essentiels. Un podcast chaleureux, profondément humain, transformateur et fun pour inspirer et découvrir ses propres clés grâce à la richesse des autres. Parce qu'on a tous des zones de génie, qu'on soit sous les projecteurs ou en coulisses, et qu'il est grand temps d'en parler. Tes ressources sont en harmonie, le meilleur de toi se trouve là. Bienvenue dans Zone de génie. Aujourd'hui, on part en montagne, mais depuis Paris. J'ai le plaisir de recevoir Gaël, un passionné de trail, et plus impressionnant encore, un finisher d'ultra trail de 200 km. Gaël vit et travaille à Paris, mais parvient à concilier sa vie citadine avec des sorties longues, voire des week-ends d'expédition dans les Alpes. La question qu'on va se poser est simple. Qu'est-ce qui pousse un individu à chercher ces expériences extrêmes ? Comment maintient-on sa motivation quand le corps et le mental hurlent d'arrêter ? On va décortiquer avec Gaël non pas sa performance physique, mais les leviers mentaux qui lui permettent de se dépasser, d'affronter l'imprévu et d'entrer dans cette zone de génie, cet état d'absorption totale où l'on se sent invincible. Préparez-vous à découvrir les secrets psychologiques qui transforment la douleur en progression. Bonjour Gaël, merci d'être sur le podcast Zone de génie, sois le bienvenu. Si tu devais définir ton activité en une phrase, ce serait laquelle, ainsi que ton rapport avec le trail ? Je dirais que je suis un geek qui est devenu sportif. C'était vraiment une passion que j'ai découvert petit à petit, qui a pris de plus en plus de place dans ma vie, qui est maintenant ma principale passion. Ouais. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans cette discipline ? Pas mal de choses, que ce soit les paysages, les belles rencontres, le défi, les découvertes des différents endroits, les beautés de ce que je peux voir, la gentillesse des bénévoles aussi. Dans les entraînements, il y a les entraînements classiques, j'ai couru sur une piste, courir en ville et tout. Mais les plus beaux entraînements, c'est les sorties longues, que j'essaie de faire le plus possible dans les forêts, à la montagne et tout. Et que je cherche en plus à explorer des nouveaux coins quand j'y vais, pour pas que ce soit toujours la même chose. C'est ça qui me fait vibrer, c'est que l'entraînement, il doit être sympa aussi, il doit être amusant et gratifiant pour que je trouve du plaisir dans la pratique. Un instant flow pour les auditeurs. Gaël, ce que tu décris en insistant sur le plaisir, c'est au cœur de ce qu'on appelle le flow, ou l'expérience optimale. Ce terme désigne un état d'absorption totale et d'engagement sans effort dans une activité. Dans ton cas, l'expérience est dite autotélique. Cela signifie que faire l'activité est sa propre récompense. Le bénéfice est crucial pour nos auditeurs. Si vous trouvez du plaisir dans la pratique, vous n'avez plus besoin de vous forcer pour progresser. L'entraînement, c'est plus une contrainte, mais l'expérience gratifiante qui vous mène naturellement vers votre zone de génie. Le secret de l'engagement durable, c'est ce plaisir-là. Faut que je trouve du plaisir dans la pratique. Comment est-ce que tu arrives à concilier ta vie citadine, donc tu vis à Paris, et la pratique du trail ? La meilleure chose à faire, c'est d'avoir un abonnement SNCF, qui permet d'avoir des billets moins chers. Et dès que je peux, en fait, je parle souvent le samedi, en fait, à la montagne. Bon, ça peut être, je vais chez mes parents qui habitent à Nancy, donc déjà c'est plus proche de la campagne. Donc je peux me faire des sorties dans la nature. Et puis après, je peux aller prendre le train depuis chez mes parents dans les Vosges, ou même depuis Paris, en 3 heures, je peux être dans les Alpes. Et je peux aller à Grenoble, à Bellegarde sur Valserine, ou encore à Chambéry. C'est ce que j'ai encore fait le week-end dernier d'ailleurs. Je prends le premier TGV du matin à 6 heures, et j'arrive à 9 heures sur place. Et ensuite, j'ai toute la journée pour courir, pour m'amuser, pour aller dans la montagne. Et il faut juste que je sois rentré pour le dernier train que je prends, qui est souvent celui de 19 ou de 20 heures.
Et ça me fait des journées à 8-10 heures dans la montagne, où je peux faire jusqu'à 40 km et demi-mètre de dénivelé quand je suis en forme. Alors pour les amateurs de trail, on connaît tous Casquette Verte. Toi, en tant qu'amateur finisher de trail de 200 km, qu'est-ce que tu dirais que ton environnement urbain apporte dans ta pratique pour le trail? Bon, en tout cas, ça apporte surtout le fait qu'il y a beaucoup de monde avec qui je peux courir, beaucoup de gens que je connais, avec qui je partage la pratique. Donc ça, c'est déjà pas mal, même si j'ai pas de montagne, je peux courir avec eux le soir ou des fois le midi avec des collègues. Et ça permet vraiment enfin, de partager la passion. Et puis et des fois, je les emmène lors de mes sorties week-end. Et j'en fais découvrir les paysages que j'ai découverts, et les chemins que j'ai vus. Et puis je leur montre enfin, mes plus beaux parcours, quoi. Et ça leur donne envie aussi de s'inscrire avec moi au trail. Vraiment, ce que ça m'apporte à Paris, c'est le côté communautaire, en fait. Si tu devais résumer ce que le trail t'a apporté en un mot, ce serait lequel et pourquoi? De manière marrante, enfin, avant j'étais un geek, donc j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, enfin j'y joue encore d'ailleurs. Et j'ai vu l'évolution des jeux vidéo avec leur graphisme, depuis les premiers jeux pixelisés jusqu'aux jeux avec des belles montagnes, des beaux graphismes et tout. Et puis après, le passage au trail, pour moi, c'est un peu le passage ultime, où je passe vraiment au plus beau, au plus réaliste et tout. Et donc, avant de faire enfin, jusqu'à maintenant, je faisais l'aventure dans le virtuel en quelque sorte. Et maintenant, je passe au réel. C'est moi qui suis au milieu de la nature, au milieu des montagnes. Je suis plus en train de contrôler un petit joueur qui fait des aventures. C'est moi qui les vis maintenant. Avant de te lancer dans le trail, ta vie sportive, elle ressemblait à quoi? Bah, et avant, en fait, quand j'avais 20 ans, 21, 22, enfin, je faisais pas du tout de sport. Enfin, j'en ai fait à l'école, forcément, au collège et au lycée, comme tout le monde. Contrat est forcé. Et comment le trail est arrivé dans ta vie? Au début, ça a commencé, enfin, j'ai commencé par la course à pied normale, justement parce que des collègues s'y mettaient, et puis on allait courir dans des parcs parisiens et tout. Donc je trouvais ça sympa en fait. Enfin, pendant quelques années, j'ai couru avec eux, sans jamais me dire qu'un jour je. Ouais, côté social aussi. C'est ça, je m'étais jamais dit que je prendrais un jour un dossard, quoi. C'était juste pour m'amuser un peu, et puis j'aimais bien après quand j'ai couru de mon côté, de me dire, bah tiens, je peux courir 4 km, 5 km, explorer des endroits, et ça m'est arrivé petit à petit comme ça. Et puis un jour, un premier déclic, c'est qu'un jour, il y a un ami qui m'a dit, ah bah tiens, j'ai un semi-marathon, mais je peux pas le faire, est-ce que tu voudrais le dossard? Bon, en fait, je pouvais pas le week-end là, mais je me dis, ah bah tiens, en fait, on me propose un dossard, c'est que j'ai peut-être les moyens de m'y mettre. Peut-être que je peux faire des courses, quoi, et pas juste courir comme ça. Donc j'étais à un barbecue avec des amis, et puis on s'est motivé pour faire le marathon de Paris, à une époque où il était beaucoup moins cher que maintenant et plus accessible. Et donc on s'est inscrit à. Bon, moi je dis que je m'inscrivais un peu sous l'effet d'alcool, quoi. Et après, bah, comme beaucoup. Bon, après, il a quand même fallu s'entraîner. Et le pire, c'est que le premier marathon aurait pu très mal se passer, parce que je me suis fait opérer des yeux quelques mois avant. Et j'ai eu plus d'un mois sans faire de sport, parce qu'il fallait enfin, que l'œil se régénère et tout. Et après, bon, je me suis comme entraîné, mais pas comme il faudrait. La plus longue distance que j'ai faite, c'était 13 km. Et du coup, j'ai commencé le marathon en pensant que de toute façon, je le finirais pas, je ferais le maximum que je pourrais. Et après, ben, je rentrais chez moi quand j'en pouvais plus. Et donc, je suis parti avec un ticket et un plan de métro dans la poche pour savoir comment rentrer quand j'en pourrais plus. Et j'ai quand même réussi à courir 30 km presque d'affilée, enfin en m'arrêtant court à Vito. Et après, une fois que au 30e kilomètre, c'était le fameux mur, mais là, puissance 10, parce que je n'étais pas habitué à cette distance. Et donc, je me suis même assis sur un banc pendant 5 minutes, à savoir ce que je faisais. Puis après, je me suis relevé, et puis je me suis dit, ben, allez, je cherche le métro, le prochain métro, et je rentre. Et j'ai commencé à marcher en continuant le flux de la course. Et puis finalement, enfin, j'ai marché 1 km, 2 km, j'ai pas vu l'entrée de métro. Et j'ai continué. Et je me suis dit, ben, j'ai déjà fait 2 km, il en reste 10. Je peux aller jusqu'à la fin et être finisher, ben, autant faire ça. Surtout que les gens autour de moi, ils marchaient aussi. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier marathon en 6 heures. En marchant, enfin, en courant 30 km et en marchant 12. Génial. Donc en fait, c'est grâce au fait que t'aies pas trouvé ton chemin pour rentrer chez toi que tu as fini ton marathon. Incroyable. Et du coup, à cette période, qu'est-ce que tu cherchais à travers ces courses, cette distance?
je sais pas exactement ce que je cherchais, peut-être à me challenger, à tester. Il y avait un peu le côté mythique de dire on a réussi à faire un marathon, c'était un peu la distance qui faisait rêver tout le monde. Enfin, je savais même pas qu'il y avait des trails à l'époque, je savais même pas que des gens couraient plus que ça. Et c'était un peu la distance mythique. On avait appris en histoire géo que le premier à avoir fait un marathon, c'était un soldat qui après était décédé à la fin, tellement la distance était grande. Et donc, c'était un peu le défi de se dire, je l'ai fait, j'ai survécu. Ok, donc là, tu as fait ton premier marathon, et à quel moment, est-ce que tu te souviens, t'as eu le déclic où tu t'es dit, ça y est, je me lance dans le trail? En fait, enfin, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un club de course du boulot que j'ai rejoint, enfin, avec des gens qui adoraient le trail. Et du coup, ils m'en ont parlé, ils m'ont proposé, et je me suis lancé aussi sur mon premier trail qui était à 25 km. Je m'étais dit, oh, c'est facile, j'ai fait plusieurs marathons, c'est 15 km de moins, ça devrait aller. Et c'était en région parisienne, dans la forêt de Montmorency aussi. Et sauf que ce qui s'est passé, c'est que la semaine là, il a neigé avant, c'était en février, et il y avait 20 centimètres de neige dans les rues de Paris et dans la forêt évidemment. Et donc c'était vraiment pas facile. C'était 25 km, mais avec de la neige partout, qui était devenue de la boue parce que les coureurs avaient couru sur la terre, les chemins avaient été défoncés. Mais par contre, c'était vraiment magnifique. J'ai vraiment vu une forêt aussi belle. Vraiment, enfin, il y avait de la neige partout, il y avait des flaques d'eau avaient gelé. C'était comme les images qu'on voit dans les films hivernaux en fait. Et donc, enfin, l'image était très belle, mais c'était très dur. J'ai mis plus de 4 heures à faire ce premier trail, mais j'ai vraiment adoré l'ambiance. C'est vraiment l'effet aventure d'affronter l'hiver, la neige et tout, le grand froid. Et donc j'ai trouvé ça très joli, très esthétique comme course. Et j'étais très content d'avoir fait mon premier trail. Et après, comme ça s'est enchaîné, j'ai fait un deuxième trail de distance équivalente. Il y avait un peu moins de neige, mais par contre, il y avait des flaques de 20 centimètres d'eau et on était obligé de passer dedans. On avait les pieds froids et tout, on n'en pouvait plus. On faisait deux boucles de parcours qui renouaient au même endroit. Avant de finir à l'arrivée, il y avait encore d'autres flaques. Mais j'ai trouvé ça, enfin, j'étais fier de moi d'avoir vaincu les éléments, d'être allé au bout, de ne pas avoir abandonné et d'avoir subi le froid, mais d'avoir survécu. Je parlais des jeux vidéo et, et plein de fois j'ai joué à des Tomb Raider, ou à d'autres jeux où on se bat dans la forêt et tout. Et puis je me dis, enfin, là c'est moi qui suis à la place de l'héros ou de l'héroïne. Donc c'est quand même motivant de dire que c'est moi qui cours dans la forêt, c'est pas juste un héros que je contrôle de loin. Et puis c'est marrant même de voir les jeux vidéo, ils ont essayé de représenter le monde actuel. Et je me dis, ah bah tiens, ce que j'ai vu dans tel jeu, c'est parce qu'il représentait tel élément de la réalité, tel arbre, tel chemin, tel type d'endroit, tel type d'univers. Au moment où tu te lances dans le trail, du coup, est-ce qu'il y a des peurs qui sont là à ce moment-là? Bah, je sais pas encore comment ça va se passer, quoi. J'ai rarement couru en forêt avant, donc bon, en vrai, enfin, moi j'ai peut-être moins de peur que sur le deuxième ou le troisième parce que je sais pas s'y m'attendais. Après, sur le deuxième, après, je savais que je pouvais avoir des pentes qui glissent, des côtes difficiles et tout, donc c'est quand on saute en parachute, en fait, ou en parapente, où des fois le premier saut fait moins peur que les autres parce qu'on sait pas ce qui nous attend vraiment, en fait. On sait que ça va être difficile, mais on sait pas comment. Après, quand on sait comment, c'est pas la même chose. Mais après, on s'y habitue, finalement, à force d'en faire, on comprend de plus en plus comment ça marche, on ajuste les choses. Par exemple, la première fois, enfin, le premier trail que j'ai eu des chaussures qui n'étaient pas adaptées du tout, c'était des chaussures de randonnée qui étaient faites pour pas prendre la pluie. Bon, c'est très bien quand on marche longtemps sous la pluie, mais le pied il est trop chaud dans le trail et on finit par avoir des ampoules et tout. Mais ça, en fait, on l'apprend petit à petit, à force d'essais-erreurs, à force de faire des courses. Et du coup, comment ont été les étapes de ta progression? Parce qu'on passe pas de 40 km à 200 comme ça. Et après, oui, le niveau trail, j'ai remonté les distances. Je suis allé jusqu'à des trails de 50 km en forêt de Fontainebleau, qui était d'ailleurs très difficile aussi parce qu'il faisait super chaud. Il y avait des chemins de sable qui étaient assez longs. On manquait un peu d'eau par moment. Et puis après, comme ça, j'ai continué. J'ai fait mon premier trail de 50 km aussi, pas à la montagne, mais presque enfin, dans le Cantal. Et petit à petit, les distances ont augmenté. Une année à 25, une année à 50 km, même deux. Puis après, j'ai atteint des 80 km et des 100 km petit à petit. Et puis jusqu'à me lancer dans des trails de plus en plus longs au fur et à mesure en fait.
Je me suis jamais dit, quand j'étais aux 50 km, je me suis pas dit, un jour je ferai 160, je me suis juste dit, maintenant j'en suis à 50 km, et demain je peux faire plus, je peux passer à 100, mais je me fixe jamais d'objectif lointain en fait. Je sais plus, je construis les petit à petit en fait en allant toujours le coup d'après. Bah, je pense que le 100 km de Grenoble, c'était un vrai tournant. Parce que déjà, je passais la barre fatigue des 100 km. Et c'était aussi ma première course où je passais une nuit dehors en fait. Parce que jusqu'à maintenant, les 50 ou 60 km, ils s'arrangent pour vous faire partir le matin tôt. Et puis on arrive généralement au pire à 18 heures. Et là, c'était la première course où je passais une nuit dehors dans la montagne, dans la forêt. Mais finalement, pour l'aborder, en fait, je me suis dit, je fais pas une course de 100 km, je fais d'abord une course de 50 km comme j'ai l'habitude. Et après, je me repose un peu à la base parce que j'ai le temps. Et après, je refais une course de 40 km de nuit. Donc j'ai un peu divisé l'effort en deux et comme ça, je suis allé jusqu'au bout sans trop de problème, quoi. Et comme c'était encore l'UT4M à Grenoble en 100 km. Et ce qui est très, très bien, c'est qu'il y a énormément de temps pour la finir. Les barrières sont super larges. Du coup, c'est super rassurant. On se dit pas qu'on est pressé par le temps. Limite, enfin, la dernière partie, j'ai marché une bonne partie parce que c'était assez boueux. Et puis il faisait nuit, j'ai pas l'habitude de courir dans la nuit, mais j'ai pu courir et marcher sans problème. Et je suis arrivé largement en avance à Grenoble. Quels ont été tes apprentissages les plus marquants dans ton passage à la longue distance? Enfin, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, il y a tellement de paramètres à gérer que c'est de plus en plus difficile en fait. En gros, quand on fait une petite course, il peut y avoir la manque de sommeil ou de fatigue ou déshydratation, tout ça, ça peut arriver, mais ça n'a pas encore le temps de prendre de l'ampleur. Le problème, c'est que sur une course de 100 km, le moindre truc qui va pas, ça prendra une ampleur jusqu'à nous arrêter. Donc il faut trouver une solution, quoi qu'il arrive, à ces problèmes. En fait, on peut pas se permettre de dire on verra plus tard, comme on le ferait sur une petite course ou même sur un marathon. En fait, si on a mal, par exemple, au pied au marathon, on peut se dire on serre les dents, on va jusqu'à la fin, et puis au pire, on fera pas de sport pendant une semaine. Et là, sur une grande distance, on est obligé de régler le problème en fait. Bon, souvent il y a des kinés qui nous aident sur les bases vies, il y a d'autres solutions et tout, mais disons qu'il faut prendre le temps de régler les problèmes. Et si on manque de sommeil, on est obligé de dormir un peu. Si on a faim, faut qu'on mange. Enfin, si on doit à la toilette, il faut y aller. On peut vraiment pas laisser le moindre truc partir au hasard, sinon c'est ça qu'il nous faut abandonner. Ah oui, en fait, il faut tester tout ce qu'on veut faire. Il faut tester déjà tout ce qu'on veut manger, tout ce qu'on veut boire et tout ce qu'on veut porter le jour de la course. Il faut pas le faire le jour de la course, il faut vraiment l'avoir fait avant un entraînement et si possible des entraînements plutôt longs en fait. Pas des 10 km, pas des. Il faut l'avoir fait au moins sur une sortie longue pour être sûr que tout marche bien. Pour que rien ne soit laissé au hasard le jour J. Alors ce qu'on apprend aussi sur le très long, c'est qu'en fait, il y aura forcément des moments où on sera pas bien, mais vraiment pas bien au point de se dire c'est bientôt fini. Mais en fait, il y a toujours des moments après où ça ira mieux. Ça fait toujours des oscillations en fait de mental. Parce que justement, parce qu'un paramètre va aller mal, parce qu'on sera fatigué, parce qu'on aura soif, parce que tel autre élément. Et du coup, on a toujours l'impression que ça sera la fin, mais si on arrive à tenir et à dépasser ce cap, il y a toujours des moments où on sera mieux en fait. Des moments où on pourra se remettre à courir, des moments où on pourra de nouveau monter la côte sans problème. Donc c'est toujours transitoire les moments de mal sur les ultras. Il faut le savoir, mais il faut aussi l'expérimenter pour vraiment savoir y faire face et savoir passer outre. Tu touches au cœur de l'expérience optimale, la dynamique exigence-habileté. En ultra, quand tu te sens mal, c'est que les exigences, la fatigue, la douleur, sont momentanément supérieures à tes habiletés, ce qui mène à l'anxiété ou la frustration. Mais en t'accrochant au prochain ravitaillement, comme tu le fais, tu réintroduis un but clair et une structure. C'est en gérant ces moments de chaos et en transformant en ordre mental que tu construis ta personnalité autotélique, et c'est ce qui te permet de continuer à progresser. Ok, et du coup, comment tu fais quand t'as ces passages-là où c'est difficile, où t'as le mental qui flanche? C'est quoi tes petits trucs à toi? Ce que je me fais, déjà dans tous les ultras, je me dis, je vais jusqu'au prochain ravitaillement. Comme ça, ça fait moins peur que de se dire il me reste 100 km à faire. Je me dis juste, ouais, encore 16 km et 800 mètres de dénivelé, et puis je pourrais de nouveau manger, boire, aller aux toilettes, me reposer et tout. Et comme ça, en fait, je découpe ma course en petits segments qui me permettent d'aller jusqu'au bout.
Du coup, effectivement, l'expérience apporte quand même pas mal à force de faire. Et dans ton parcours à ce jour, quelle est ta plus grande fierté dans ton parcours sportif? Bah, c'est déjà, c'est de m'y être mis au sport, hein. Parce que c'était pas gagné avant, quoi. Et puis forcément, la plus grande fierté, c'est ma course la plus longue, c'est la fin d'Astrale des Vosges, où j'ai réussi à faire 200 km, je suis arrivé jusqu'au bout. Et ça, pareil, c'était pas gagné non plus, quoi. Puis c'est un peu une mythique parce que c'est une distance qui est même plus grande que celle de la plupart des ultras connus, comme l'Adiag, comme l'UTMB. Disons que c'est rare que des courses fassent une telle distance. Donc il y a un peu cette fierté de l'avoir atteint. Donc c'est 200 km avec 10 500 de dénivelé positif. Et donc c'est sans arrêt des montées et des descentes. Comme c'est les Vosges, c'est moins haut que les Alpes. Il n'y a pas de côte de plus de 1000 mètres. Donc on enchaîne vraiment les montées et les descentes à un rythme presque effréné. Il y a très peu de poissons de plat. Donc on est toujours en train de monter ou de descendre. Bon, sauf quand on se repose à un ravitaillement, mais disons que le profil est très casse-pattes, comme on dirait. Ah ouais, incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter une course où t'as vraiment, vraiment galéré? Ah, il y en a eu plusieurs, je pourrais en trouver pas mal, mais bah, par exemple à la fin d'Altrel, justement, vu que c'est la plus proche et celle dont je me rappelle le plus, en fait, bah, déjà j'arrive à. C'était la troisième nuit, on vous dire que la course part à minuit, donc première nuit qui est déjà passée dehors, après deuxième journée, deuxième nuit, qui s'est à peu près bien passée, la troisième journée, et là c'était la troisième nuit, enfin la dernière, où en fait j'avais déjà plus de 160 km dans les pattes, bien fatigué et tout. Il me reste encore 40 km à faire, donc je suis pas non plus arrivé à vite. Et donc je monte une montée, et à un moment je me retrouve face à une flaque d'eau, enfin comme il y en a eu plusieurs pendant la course, mais celle-là elle fait 10 mètres de long, elle fait toute la largeur du chemin, et il y a des arbres de chaque côté. Du coup je suis obligé de mettre le pied dedans. Parce que je déteste et tout, parce que c'est. Je sais qu'après j'ai les pieds mouillés et tout, et il fait nuit, il est déjà 10-11 heures du soir. Et là, du coup, j'attends déjà plusieurs minutes devant, cherchant une solution, regardant sur le côté, mais non, il n'y en a pas. Puis je me décide à mettre le pied dedans, et là, c'est. Enfin, je cours les 10 mètres le plus vite que je peux, mais je suis quand même obligé de mettre le pied dans 20 cm d'eau, et je sens vraiment toutes les chaussettes, tout le pied qui se mouille et tout, et c'est horrible, et je sens le froid et tout. Et je sais que ça va pas partir tout de suite parce que là, j'ai pas de change, enfin, je me suis changé à la base vie, mais c'était il y a 10 km. Et après, il y en a pas avant l'arrivée, donc je sais que jusqu'à l'arrivée, j'aurai les pieds mouillés. Et puis après, il se met à pleuvoir. Bon, ça, c'était prévu par la météo, donc je m'y attendais. Et à un moment où je suis au plein milieu d'un champ, il y a un orage qui se déclenche, mais bah, déjà, on entendait un peu les éclairs au loin. Mais là, une pluie comme j'ai rarement vu dans ma vie. On voyait pas à 3 mètres, tellement il y avait la pluie était dense. Il était à peu près 1 heure du matin, et les frontales éclairaient à peine de 2 mètres devant moi. Et la route commence, plutôt le chemin forestier, commence à se transformer presque en ruisseau. Il y avait 10 cm d'eau. Et là, j'ai couru le plus vite que je pouvais, en fait, limite pour ma survie, en me disant, enfin, là, si je ne veux plus abandonner sur le champ, je l'aurais fait, quoi. Mais je pouvais pas parce que j'étais au milieu de nulle part. Il fallait au moins aller jusqu'au prochain ravitaillement. Et donc, j'ai couru plusieurs centaines de mètres en suivant le chemin. Et à un moment, enfin, je m'arrête parce que je me dis, il y a plus de balise, en fait. Et je me dis, ah oui, en fait, je suis même plus sur la course. J'ai j'ai loupé le chemin, enfin, une bifurcation ou autre. Donc c'est-à-dire que là, je sais même plus où aller. S'il m'arrive quelque chose, ils me retrouveront pas parce que je suis plus sur la course. Et donc je me dis, enfin, le seul moyen que j'ai, c'est de faire demi-tour. Et j'avais en plus descendu une centaine de mètres de descente, donc il fallait que je remonte tout ça pour retrouver le chemin, en espérant que ce soit pas trop loin. Bon, heureusement, c'était en haut de la côte. Il y avait juste un virage à droite que j'ai pas vu. Et j'ai enfin retrouvé la course, mais vraiment, enfin, un enchaînement de galères qui m'ont mis mal, quoi. Et après, j'ai repris la course, j'ai croisé deux coureurs, donc c'est là un peu mieux. On a descendu dans un chemin qui était, pareil, transformé vraiment en ruisseau. Et on est arrivé jusqu'au ravitaillement, où je pensais même abandonner. Mais là, je me dis, il est 4h30 du matin. Et si j'abandonne le matin, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me ramener au village départ. Et je vais attendre toute la nuit jusqu'au premier train, en grelottant sur place. Donc, plutôt que d'abandonner, autant continuer, quoi. Ça reviendra au même. Moi, je me suis quand même reposé 1h30 sur place parce que j'avais le temps. Et après, je suis reparti, mais l'orage n'avait pas cessé, il pleuvait presque toujours aussi fort. Et je me suis retrouvé de nouveau dans des chemins
enfin, inondé enfin, à un moment, je pensais, enfin, je pensais croiser une rivière. C'était pas une rivière, c'était juste le chemin. Mais il y avait tellement d'eau que je pensais que c'était une rivière. Voilà, c'était ma moment le plus compliqué de la fin d'un trail. Ah ouais, donc un enchaînement, troisième nuit, que t'es dehors, une flaque, la pluie, la boue, l'orage, tu te perds avec une petite pente, sinon c'est pas drôle. Et tu penses à arrêter et finalement, ben, quand tu décides de poursuivre, c'est comme pour ton premier marathon, quoi. C'est parce que les choses se sont pas alignées pour que tu t'arrêtes maintenant et qu'au final, ben, poursuivre c'est moins pire, donc mode survie, quoi. En fait, on est obligé d'y aller parce que, de toute façon, si on s'arrête, on est presque en danger, en fait. Donc, on est obligé de marcher quoi qu'il arrive pour continuer à faire de la chaleur, de l'énergie et tout. Et si on s'arrête, ça sera les secours qui viendront nous chercher, voire peut-être pire. Donc, à moi, c'est même plus de l'envie, c'est de la survie, en fait. C'est ça, je me dis, faut que j'avance, sinon c'est pire, quoi. Enfin, quand j'étais sous l'orage, c'était même plus une histoire de j'ai envie de faire la course ou pas. C'est juste, si je bouge pas, enfin, je serai dans un sacré état, quoi. Je vais tomber une hypothermie, donc il faut que j'avance, quoi qu'il arrive. Que j'ai appris après, enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait une au bout du métro, mais je l'ai pas vue, en fait. Mais il y en avait une pourtant. Comme quoi, ça dit des fois un peu de choses. Ouais, donc là finalement, on retrouve bien le côté aventure que tu cherchais dans les jeux vidéo, mais en direct live. Ouais. Voilà, c'est l'aventure, mais disons que si j'aurais su en avance ce qui m'arriverait, je sais pas si j'aurais pris la décision de continuer en fait. Si on m'aurait dit juste avant, voilà ce qui va se passer dans la prochaine demi-heure ou la prochaine heure, ben j'aurais peut-être hésité à y aller quoi. Mais une fois qu'on est dedans, on n'a pas le choix, il faut y aller quoi. Ok, hyper intéressant. Et qu'est-ce que ces passages difficiles t'ont appris sur toi-même? Donc en fait, même quand on n'en peut plus, on peut toujours avancer. Parce qu'il faut dire qu'avant que l'orage tombe, en fait, je marchais depuis plusieurs kilomètres, je courais très peu, parce que j'avais mal un peu partout. Enfin, j'avais un muscle un peu inflammé, la cheville qui a un peu grossi. Moi, je m'étais pas tordu la cheville, mais pas loin, quoi. Et j'avais mal sous les pieds et tout, donc je marchais, quoi, je courais pas. Et pourtant, quand la pluie est tombée, je me suis mis à courir instinctivement parce que c'était la chose à faire, quoi. Si je marchais, j'aurais eu trop froid. Et pourtant, là, enfin, juste avant, j'étais incapable de courir, en fait. Comme quoi, des fois, on a l'impression qu'on est au bout, mais en fait, on n'est pas au bout, on a encore de la ressource derrière, quoi. Après, je me dis, ouais, bah, je serais fier de moi si j'arrive au bout, quoi. J'ai envie de continuer, quoi. J'ai pas fait tout ça pour rien. Enfin, je me suis entraîné, j'ai sacrifié pas mal de choses. J'ai envie de continuer pour avancer, quoi. Même si j'ai envie d'abandonner qui me taraude des fois, il y a aussi l'envie de continuer qui est toujours là aussi, quoi. Et puis de voir les autres qui continuent. Et du coup, ben, quand c'est dur, t'as envie d'arrêter, comment tu gères ces moments où justement t'as le mental qui flanche un peu? Après, je pourrais pas dire, des fois, j'essaie de penser à d'autres choses, à des choses sympas qui vont arriver après, ou des choses que j'ai faites avant. J'en pense à des bons entraînements, à des choses positives, quoi, aussi. Et puis en me disant, enfin, voilà, si j'arrive au bout, j'aurai des choses à raconter, des choses à partager. Alors j'imagine que bien souvent, il y a des choses qu'on n'a pas prévues. Et du coup, toi, en termes d'erreurs, c'est lesquelles qui ont été les plus grosses et qu'est-ce que t'en as retiré comme leçon? Qu'est-ce que t'en as appris? Après, je pourrais pas dire en termes de vraies erreurs, mais disons qu'il y a peut-être des oublis, des choses comme ça, quoi. Par exemple, bon, il y a des courses où j'ai pas assez bu, des courses où j'ai pas assez mangé, mais il y a pas eu des énormes erreurs en fait. Il y a eu des petites erreurs qui des fois ont suffi à faire dérailler le truc, et puis d'autres qui sont passées, enfin, qui sont passées crème en fait. Enfin, il y a pas eu vraiment enfin, de grosses erreurs qui ont conduit à des catastrophes en fait. Oui, et j'imagine qu'avec le temps, la pratique, on fait de moins en moins d'erreurs. Et du coup, bah toi, de ta position et de ton expérience, la pratique du trail, elle t'a apporté quoi? Si tu devais le décrire. Bah, déjà au niveau mental en fait, ce qui est bien c'est que quand il y a combat à convaincre, c'est très simple. Donc pour faire des choses et tout, enfin, oui, c'est toujours plus simple de se convaincre soi-même que de convaincre les autres. Parce que du coup, j'ai fait du trail, mais j'ai aussi fait du parapente cet été. J'ai appris à en faire tout seul et tout. Et puis je me lance des nouveaux défis comme ça, quand j'adore tester des nouvelles choses. Je fais aussi de l'escalade, de l'alpinisme. C'est qu'avant, en fait, enfin, je n'osais pas faire des choses dès que ça sortait de ce que je savais faire ou de ce que j'avais l'habitude, je n'osais pas le faire.
Alors que maintenant, j'ose beaucoup plus tenter de nouvelles choses. Bon, en tout cas, ça, le fait de courir beaucoup, ça fait diminuer le stress et ça. Disons que la vie de tous les jours, je me sens beaucoup mieux et je suis beaucoup moins impacté par le stress en fait. Encore un instant de flow. Dans ce que tu as gagné, la Gaëlle, c'est une meilleure maîtrise de ta conscience. Le flow est un outil puissant pour filtrer les stimuli et prévenir l'entropie psychique, c'est-à-dire le stress. En étant totalement concentré sur le défi et l'environnement du trail, ton esprit n'est plus disponible pour les soucis et les pensées parasites du quotidien. Courir et se dépasser devient donc une forme de maîtrise de soi, qui te rend plus fort face aux exigences de la vie de tous les jours. Disons que du moment que ça progresse, en fait, je peux faire n'importe quoi. Du moment que personne me met des bâtons dans les roues, je vais jusqu'au bout en fait. En fait, j'adore cet esprit de construire petit à petit, comme avec des briques de Lego, que ce soit entre elles les entraînements, on construit petit à petit en fait de l'endurance, de la force et tout. Et j'adore cet esprit d'amélioration continue en fait. Ouais, c'est chouette. On sent vraiment le côté où ça se construit au fur et à mesure et on gagne en confiance et en force par la même occasion. Et si on devait parler un peu de choses inattendues, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager que tu as pu vivre lors d'un trail? Madame, moi, le partage inattendu justement, lors d'un trail que j'ai fait à Nancy, à 127 km, j'ai sympathisé avec quelqu'un pendant le trail. En fait, j'ai prêté de la crème solaire qu'il n'avait pas. Et après, j'ai croisé plusieurs fois plusieurs ravitaux. On a même fait un bout du trail ensemble, à un moment, parce qu'on avait à peu près le même état de fatigue, le même rythme et tout. Donc on a marché pendant je sais pas, une dizaine de kilomètres. Bon, après, on s'est perdu, on s'est croisé plus loin, enfin, jusqu'à la fin du trail. Et en fait, quand je suis arrivé à la fin, il est arrivé quelques dizaines de minutes avant. Et on s'est échangé nos numéros, on a sympathisé. Et maintenant, c'est un ami avec qui je fais des fois des entraînements quand je vais le week-end à Nancy, avec qui j'ai fait plusieurs trails aussi, avec lui et d'autres amis. Donc, c'est vraiment une amitié qui s'est formée pendant un trail. Je ne connaissais pas au départ et c'est devenu un ami à l'arrivée. Ah oui, j'en ai une belle. Moi, quand j'ai fait l'UT4M, qui était mon premier 160 que j'ai réussi, du coup, après deux essais, enfin deux autres 160 traités, celui-là, j'en étais en fait dans la dernière partie de la course. Il me restait les 40 km à faire, mais c'était après une nuit où j'avais pas dormi parce que j'étais arrivé, là, j'avais pas beaucoup de temps, en fait, j'étais arrivé trop tôt, enfin, trop tard au niveau des barrières horaires. Donc j'ai dû repartir sans dormir du dernier gros ravito. Donc j'ai commencé à halluciner sur le chemin. Enfin, en fait, c'est des hallucinations où on voit les cailloux qui forment des paysages, des animaux. Enfin, ils se mélangent dans tous les sens. On voit les feuilles mortes qui peuvent devenir des déchets ou d'autres objets et tout. Ça se produit généralement pendant qu'on marche parce que quand on court, généralement le rythme il est suffisant pour éviter que ça se produise. Mais là, c'était une côte où je marchais et donc tout qui se mélange et tout. Et puis en fait, un des moyens d'empêcher, enfin de faire terminer une hallucination, c'est que quelqu'un nous parle. Et là, maintenant, en fait, j'entends une voix bienveillante qui me dit oh, bon courage et tout. Et puis là, ça m'a fait sortir direct d'hallucination. Et puis je croise une belle femme qui me double en courant. En fait, elle faisait une autre course qui passait par le même chemin. C'était le 40 km de Chartreuse. Et en fait, cette femme, c'était la première féminine de cette course-là. Et en fait, j'avais appris qui c'était dans le classement. Et c'était Blandine Hirondelle, une des meilleures traileuses du monde et qui a fini la Diagonale des Fous en tête il y a quelques jours. Et donc, enfin, je la connaissais pas, mais elle m'a juste encouragé parce qu'elle a vu que j'étais un des nombreux qui faisait le 160 et comme elle a souvent encouragé les autres. Mais vraiment qu'une voix belle et bienveillante et ça m'a sorti d'hallucination directe. Effectivement, une belle rencontre et insolite, qui plus est maintenant quand on voit son parcours, ben, c'est chouette qu'elle ait pu t'aider. Et si maintenant tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le trail, ou des conseils, ce serait quoi? Bah, j'ai envie de dire, lance-toi, mais fais comme moi, fais petit à petit en fait. Ne te dis pas je vais faire un 160 l'année prochaine ou dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Mais dis-toi plutôt, enfin, fais un 25 km, fais un 50 quand t'es prêt, puis passe à la suite. En fait, construis petit à petit ton endurance, ton niveau et tout, et ta motivation. Et puis surtout, fais-toi plaisir à l'entraînement, quoi. Ne fais pas de la piste sans arrêt, enfin, ne fais pas le même parcours tout le temps, mais essaie d'explorer la nature. Fais-toi plaisir plus que essayer de suivre un plan d'entraînement strict
avec des rythmes imposés, des temps imposés. Va explorer la nature et fais-toi plaisir. C'est ça qui te motivera. Mais je dirais, ben continue comme ça, mets-toi au trail, continue, quoi. C'est ça qui va t'apporter les plus belles années de ta vie, quoi. Continue. Alors c'est vrai, tu touches à un point qui est extrêmement important dans la pratique sportive et en trail notamment, où la notion de plaisir elle est hyper importante, sachant qu'en plus, ben, quand on vise comme ça l'ultra, il y a énormément de, de concessions et de temps qu'on passe à s'entraîner, donc si on n'a pas le plaisir, il y a cette progressivité qui peut être très longue et frustrante, donc c'est vrai que la notion de plaisir, elle est vraiment très importante. Et que la notion de réussite, elle devient aussi propre à chacun selon de là où il part et de là où il veut aller. Et c'est ce qui m'amène à te poser cette question. Pour toi aujourd'hui, elle ressemblerait à quoi la réussite? Bah, la réussite, c'est de pouvoir faire ce qu'on aime faire, en fait, ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Comme je dis, c'est chacun qui se fixe des objectifs, et c'est pas la société qui dit il faut faire ci, il faut faire ça, et c'est ce qu'on a envie de faire et les moyens qu'on se donne pour le faire. Alors on sait aussi que bien souvent dans le sport, la musique, ça aide. Si toi, t'en as une là à nous partager, ce serait laquelle? Ce serait quelle chanson qui t'aide? Ça serait difficile à dire. On pourrait dire Rouge de Champions, pas parce que me prends pour un champion, mais juste parce que je veux être meilleur que moi-même avant, donc je suis le champion de moi-même en fait. Ah, excellent, être le champion de soi-même. C'est un bon mantra à garder. Je te remercie, il est chouette. Et du coup, est-ce que tu as des mots-clés ou des boosts mentales que tu utilises et bah, que tu aurais aussi à nous partager, du coup? Tant qu'à faire, on peut les prendre. Bah, des fois, je peux me dire, ne lâche rien et tout, bon, parce que des fois, des amis disent ou des collègues le disent quand on court ensemble. Donc, c'est des trucs que je me répète. Allez, lâche rien, vas-y, va jusqu'au bout. Allez, on y est presque. Oh, il y a ce truc que je me dis souvent, il reste plus que tant de kilomètres. Allez, j'y suis presque. Allez, je cours jusqu'à tel endroit, tel truc, jusqu'à l'arbre, je marche le mois après. Enfin, plein de petites phrases comme ça, quoi. Ah, ok, je vois. Du coup, tu te motives en te séquençant un petit peu les parcours pour aller jusqu'à un but fixe et ensuite relâcher un peu la machine. Intéressant. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se lancer bah, dans le sport ou dans le trail, peu importe? Je sais pas trop. Enfin, aussi, je dirais, vraiment, enfin, il y en a qui disent on a plus 20 ans pour dire qu'on est, enfin, qu'on est plus jeune. Enfin, moi, à maintenant, j'étais beaucoup moins en forme que je suis maintenant à 37 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour se mettre au sport. Vraiment, enfin, on peut commencer à courir quand on veut et puis on peut toujours faire des podiums dans nos catégories. Donc, vraiment, enfin, quel que soit votre âge, mettez-vous au sport, quoi. Ça changera votre vie. Un dernier instant flow pour vous inspirer. Gaël, en disant que le sport change la vie, tu touches à la fonction évolutive même de l'expérience optimale. Le flow n'est pas juste du plaisir, mais le mécanisme que la sélection naturelle a choisi pour assurer notre évolution et notre progrès. Le bonheur et la joie nous motivent à exercer des activités qui nous font dépasser le présent et nous dirigent vers un futur plus complexe. Le trail, c'est donc plus qu'un sport. C'est un moyen d'exploiter tes potentialités inutilisées et de découvrir de nouvelles possibilités qui te font grandir, quel que soit ton âge. La progressivité aussi, ouais. Et puis de se motiver, vraiment, il faut s'amuser avec les entraînements. Faut pas que ce soit une contrainte, il faut que ce soit quelque chose d'amusant. Faut passer par des coins sympas, faut changer de coin, faut aller explorer et tout. Enfin, il faut pas courir, faut courir pour s'amuser. C'est comme ça qu'on tient, quoi. Ça y est, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci infiniment Gaël de nous avoir ouvert les coulisses de ton mental d'ultra-trailer et de ta zone de génie. Ce qu'on retient de cette discussion, c'est le point d'orgue de l'expérience optimale, selon la psychologie du flow. C'est ce mantra très humain et puissant, devenir champion de soi-même. Ce n'est pas une quête de record absolu, mais une quête de progression continue, comme on l'a vu à travers l'évolution de tes distances. Ton expérience, Gaël, est la preuve que le sport peut changer des vies, et il a changé la tienne. Tu l'as dit, il n'y a pas d'âge pour commencer. Mais pour que la magie opère, il faut se souvenir de tes maîtres mots. La patience dans la progression, la progressivité pour maintenir l'équilibre parfait entre les défis et les habiletés. Et surtout, s'amuser. Car comme on l'a vu,
c'est le plaisir intrinsèque qui crée l'activité autotélique et qui nous fait revenir, même après un orage, sur un 200 km. Chers auditeurs, n'oubliez pas, le flow, c'est cet état d'absorption totale où l'on se sent au meilleur de soi-même et que l'on retrouve en appliquant ces principes. Le flow se vit dans tous les domaines de la vie. Dès qu'on est pleinement absorbé, concentré et en équilibre entre défis et compétences. Il se vit dans le sport, le travail, quand on apprend et quand on crée. Le flow est une clé pour découvrir et révéler votre propre zone de génie. Merci encore Gaël, et quant à vous, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Si les principes que nous avons abordés dans cet épisode résonnent en vous, et que vous souhaitez appliquer la psychologie positive à votre propre vie, dans vos défis ou vos projets, vous pouvez découvrir mes interventions et accompagnements en cliquant sur le lien dans la description. À très vite! Entre dans ta zone de génie. Il y a tes forces, il y a tes joies. C'est là que tu